Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, critique de Furiosa, le spin-off, plutôt le préquel de Mad Max Fury Road. Ça fait 10 ans qu'on l'attend, presque, et ça y est, c'est là. La vidéo est divisée en deux parties. Première partie, je vais vous dire ce que j'en pense au niveau de la mise en scène, de l'esthétique, du jeu d'acteur, de la musique, des idées également. Et en deuxième partie, je vais commencer à spoiler, dire ce qui m'a plu, ce qui m'a déplu, tout ça, tout ça. En tout cas, une chose est sûre, ceux et celles qui n'ont pas encore découvert Mad Max Fury Road, vous avez de la chance. Car j'estime que c'est bien plus agréable de démarrer par le spin-off de Furiosa, enfin le préquel, et d'enchaîner direct avec Fury Road. Perso, j'ai toujours eu du mal avec le principe des préquels, car c'est pas toujours génial, c'est pas toujours fantastique, et bah là, j'avoue, j'aurais bien kiffé d'abord découvrir Furiosa avant Fury Road. En tout cas, on se retrouve dans les commentaires pour en discuter, je veux votre avis. Mais avant d'insister là-dessus, je tiens à dire un grand merci, puis bienvenue aux nouveaux abonnés qui m'ont découvert via mes dernières vidéos, notamment celle sur Omar Sy et sur le Festival de Cannes. Alors, je tiens à préciser juste, pour ceux et celles qui sont abonnés pour ce type de vidéos, j'en ferai régulièrement des vidéos comme ça, des vidéos review, analyse, de société, etc., critique de telle ou telle personnalité qui nous agace un petit peu. Mais ce ne sera pas la norme de la chaîne. Je veux avant tout, proposer un contenu éclectique. Je veux parler de cinéma, de jeux vidéo, de séries, de littérature un petit peu. Je veux faire plein de vidéos concernant la musique, certains albums, certains compositeurs, tout ça. En fait, je veux parler de tout, de tout ce qui est en lien avec le cinéma, avec l'art, la pop culture, tout ça. Mais je ne veux pas me spécialiser dans le clash ou la critique. Je fais beaucoup de top 10, des reviews, des critiques, des rétrospectives. Mais les vidéos dans ce style-là, critique du Festival de Cannes, tout ça, je vais y aller doucement, je vais pas en faire tous les jours, de temps en temps, mais pas tout le temps. Alors que je pourrais, très franchement, si je veux, là, j'enchaîne une bonne trentaine de vidéos, parce que j'ai des tas d'idées, je peux rebondir sur plein de trucs, des déclarations, de l'actualité, tout ça, mais ce n'est pas mon principe, car, je précise, pour ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, je suis entraîneur personnel, coach sportif, et cette chaîne, je veux la traiter exactement comme je fais avec mes clients, avec ceux qui me suivent, avec ceux que j'entraîne. Et ceux que j'entraîne, eh bien j'évite de leur remplir la tête de négativité. Je ne veux pas leur alourdir l'esprit avec des trucs qui peuvent les miner de l'intérieur. Ce n'est pas mon truc, ce n'est pas mon mindset, ce n'est pas ma stratégie, ce n'est pas ma façon de faire. Du point de vue moral déjà, ça se fait pas. Et c'est improductif, du point de vue humain, du point de vue de l'avancée, etc. Enfin, je veux dire, on avance tous dans la vie comme on peut. Cette chaîne, je le vois un petit peu comme une manière pour nous, vous et moi, d'avancer, de découvrir, d'apprendre, de déconner aussi, parce que j'aime bien qu'on déconne, j'aime bien qu'on s'amuse. Je trouve que malheureusement, trop de chaînes sont un peu trop sérieuses, et moi, je veux que ça déconne un petit peu, je veux qu'il y ait un petit peu de gaudriole, je veux qu'on se marre dans les commentaires, je veux qu'on puisse... voilà, la vie est courte déjà, donc il faut profiter un petit peu, quoi. Je salue la qualité de vos commentaires, car je vois beaucoup de vos commentaires qui sont vraiment de top qualité, du point de vue qualité humaine et du point de vue de l'analyse, parce que la qualité humaine, c'est une réalité, il faut le souligner, et beaucoup d'entre vous ont de réelles qualités humaines, je le vois très bien à la façon de certains de s'exprimer, de lâcher des commentaires bienveillants, ou pas forcément bienveillants, mais juste des commentaires branchés analyse, branchés réflexion, et ça, c'est tout à votre honneur, et je ne salue pas, bien évidemment, ceux qui lâchent des commentaires bourrés de cynisme, de trolls obsolètes, parce que beaucoup d'entre vous, surtout les trolls professionnels, faut vous le dire, vous savez pas troller, ce n'est pas pour vous. Vous trollez mal, et ça se ressent, vous faites rire personne, vous flinguez l'ambiance, ça ne sert à rien, vous ne vous rendez pas service à vous-même, et moi ça me fait rien, je vous le dis franchement, ceux qui veulent me critiquer pour me critiquer, ça ne sert à rien, ça ne m'atteint pas, ça ne m'énerve pas, en fait ce qui m'agace, en fait ça m'énerve, mais pas à moi à titre personnel, je m'en fous, mais du point de vue de l'humain en général, je me dis mais à quoi ça sert d'être aussi agressif? À quoi ça sert d'être aussi méchant, d'être aussi mesquin, d'être aussi cynique? Et le cynisme, c'est un truc que je veux, mais éradiquer de la surface de la Terre. Le cynisme, vraiment, est un truc aussi négatif que toxique. Du moins, quand il est mal fait, et très généralement, il est mal fait, comme le trolling. Et pour ceux, parce que c'est principalement des gars, ceux qui veulent la jouer, je veux dire, acide, méchant, mesquin, etc., ça ne sert à rien. Vous ne convertissez personne, vous ne faites marrer personne, très généralement. Dire, YouTube, c'est pas Twitter. Restez sur Twitter, à la rigueur, c'est vraiment le coin des cyniques, le coin des mecs qui ont un mindset négatif, qui aiment bien, on va dire, qui aiment l'odeur du sang. Enfin, bien sûr, sous pseudo, évidemment. Et laissez YouTube pour les gens qui aiment bien réfléchir, qui aiment bien échanger, qui aiment bien, qui veulent avancer, tout simplement. J'ai vraiment l'impression qu'à chaque réseau, ses particularités, quoi. D'ailleurs, je consacrerai une vidéo justement pour parler du mindset français, car c'est un truc dont on ne parle pas assez. C'est un mindset qui vraiment nous ronge de l'intérieur, qui est limite cancérigène, et je voudrais en parler. Je veux faire une vidéo pour parler de tout ça, parce que faut qu'on arrête avec ça. Je veux dire, à un moment, c'est plus possible. Pour avoir un petit peu voyagé, pour voir comment ça se passe à l'étranger, pour voir comment ça se passe chez différents peuples, et pas forcément des peuples très éloignés, Vous voyez comment fonctionnent les Anglais, les Belges, les Espagnols, je sais pas,
quand on regarde comment fonctionnent les étrangers, je veux dire dans leur façon de communiquer, eh bien on constate qu'il y a très généralement tout sauf cette agressivité et cette espèce de nuisance qu'on peut avoir chez nous dans nos espaces francophones. Vraiment, je vous invite, pour ceux qui parlent anglais, à lire régulièrement les commentaires sur les vidéos YouTube, les commentaires sous les espaces anglo-saxons, australiens, américains, ce que vous voulez. Vous allez voir qu'entre nos commentaires à nous et les leurs, c'est le jour et la nuit, en termes de bienveillance, en termes d'idées, en termes d'humour également. Et voilà, fallait que j'en parle, fallait que je dise, désolé pour ceux qui veulent à tout prix la critique de Furiosa tout de suite maintenant, mais fallait que je fasse cette entrée en matière. Alors je ferai des vidéos analyses, etc. Oui, vous inquiétez pas, mais pas tout le temps. Je ne veux pas buzzer facilement et je veux avant tout créer des good vibes. Je veux qu'on réfléchisse ensemble, qu'on déconne et tout va bien, hein. Relax, il y a des tas de chaînes négatives qui vous plombent un peu trop, mais prenez du recul, coupez parfois certaines chaînes qui peuvent vous flinguer le moral, ça ne sert à rien de vous faire souffrir inutilement. La vie est belle, il y a des tas de choses à faire et des tas de choses à découvrir, on n'a pas le temps pour ces conneries. Donc c'est pour ça, mes vidéos analyses, machin, un peu, ce sera que de temps en temps. Pas tout le temps, juste ce qu'il faut. Allez, c'est parti pour Furiosa. Tac! Alors, pour parler de l'esthétique et de la mise en scène, bah écoutez, on a affaire à du pur George Miller, hein. Vraiment, c'est le Sam Raimi australien, quoi. Il a cette brutalité, il a cette mise en scène qui est très immersive, qui est très, comment dire, très violente, mais sans être pour autant trash. C'est-à-dire qu'il va pas nous faire des plans de dingue avec des décapitations, des trucs absolument horribles, même si dans Fury Road, il y avait quand même 2-3 scènes assez vénères, mais ça reste globalement assez anecdotique. Il a une mise en scène qui est très brutale, qui est très nerveuse, mais qui se veut, on va dire, abordable. Rappelez-vous par exemple dans Fury Road, quand Nicolas Hoult, l'espèce d'Harkonnen, là, il fait le signe au méchant là, avec son masque, là, Immortal Joe, je me rappelle plus, et il y a donc il fait le signe, je sais plus quoi, là, avec son fort, ou je sais pas quoi, et il y a ce plan où il y a justement le méchant avec son masque, là, qui le regarde avec un regard mais direct, enfin je veux dire, il tourne son regard vers la caméra, et le côté hyper violent de Miller est très palpable. C'est-à-dire que j'ai vu ce film Fury Road que 2 fois et je me rappelle encore de ce plan. Et je me rappelle de tas de plans dans ce genre-là. Et dans Furiosa, il y a à peu près la même chose. On a pas mal de plans très agressifs et très vénères qui vont vous marquer la rétine. Pas autant que dans Fury Road, je dois l'admettre, mais il y en a. Ce que j'aime bien aussi d'ailleurs avec le style de George Miller, c'est qu'il filme le désert post-apocalyptique, mais avec une certaine forme avec une beauté, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie, il n'y a pas d'animaux, il n'y a pas de trucs comme ça, mais c'est vivant, quoi. Pour une raison que j'ignore, du point de vue, enfin, j'ignore, oui et non, c'est que la façon dont est gérée la photographie, les lumières, tout ça, les couleurs, et ben ça rend ce désert vivant, presque animé, alors qu'il n'y a rien, contrairement au désert post-apocalyptique qu'on aura pu voir dans le livre d'Eli, où c'est un désert qui est froid, qui est triste, qui est pas chaleureux. Là, c'est vraiment l'antithèse absolue, le désert qu'on voit dans Fury Road. Parce que je rappelle que là aussi, on a affaire à un film post-apocalyptique. Et ce qui est bien justement avec ce Furiosa, c'est qu'il y a ce côté très visuel et très graphique, ce qui nous change du gros des films, gros blockbuster qu'on a vu dernièrement du côté de chez Marvel, même du côté de chez Villeneuve via son Dune 2, que j'aime bien, attention, mais ça reste froid en comparaison au niveau de l'esthétique, au niveau de la photographie, au niveau des plans, tout ça. C'est très, comment dire, c'est très linéaire. Je ne veux pas dire que c'est plat, je ne vais pas aller jusque-là parce que j'ai apprécié Dune, mais c'est pas la même chose. Miller a un petit côté tarantinien dans le sens où il n'est pas avare en termes de détails, et tous ces personnages, par exemple, ils ont une humanité, ils ont une âme, ils ont une personnalité, ils ont un visage, ils ont des éléments distinctifs. C'est un petit peu l'anti-Nolan, en quelque sorte, George Miller. Enfin, Tarantino et George Miller sont un petit peu pour moi les anti-Christopher Nolan, parce que chaque plan fourmille de détails. Le seul film récent, je parle de la décennie 2020, qui m'a marqué du point de vue esthétique, que je pourrais presque mettre au même niveau que Furiosa, et attention, je dis pas que c'est la même chose, attention, que je me fasse bien comprendre, je parle au niveau de la qualité, au niveau de la beauté visuelle, c'est The Batman de Matt Reeves, et je sais ce que vous allez me dire, mais réfléchissez, je ne parle pas du point de vue du scénario, je ne parle pas du point de vue de l'histoire, je parle du point de vue de l'esthétique. Re-regardez ce Batman et que vous ayez aimé ou non, surtout ceux qui n'ont pas aimé, osez me dire que le film est moche. Non, le film est très beau et je ne compte même plus le nombre de plans qui peuvent servir de wallpaper pour votre ordi. Et bien pour Furiosa, c'est la même chose. C'est des plans léchés, travaillés, beaux, vivants et visuellement renversants. Concernant la musique, j'ai pas été spécialement plus marqué que ça, alors que pourtant on a quand même des compositeurs de dingue à la compo, et j'ai pas spécialement été marqué. Je trouve que la compo de Fury Road, je peux pas m'empêcher de faire la comparaison, désolé, la composition de Fury Road est quand même beaucoup plus marquante, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus brutale, beaucoup plus primitive. Or là, j'avais presque le sentiment que la bande son était presque effacée. Et le souci vient du fait qu'il y a quand même pas mal de dialogues hein, dans Fury Road, enfin dans Furiosa, beaucoup plus que dans Fury Road. Fury Road, je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un film muet,
mais c'est quand même assez avare de dialogue. Mad Max, on l'entend quasiment jamais. Même quand les personnages parlent, ils parlent juste pour dire ce qu'il faut. Or là, il y a quand même beaucoup plus de dialogue, notamment via le personnage de Chris Hemsworth qui est exalté, qui fait que de parler, etc. Et d'un côté, c'est ça la force aussi de Furiosa, c'est qu'il arrive à s'émanciper de Fury Road sans pour autant perdre complètement son identité. Et ça, c'est un petit peu un reproche que j'avais au cours du film. Je me dis, putain, c'est quand même loin de ce que j'ai vu dans Fury Road. Les mecs, ils font que de jacter, ça n'arrête jamais, ils peuvent pas se poser 2 minutes. Mais c'est aussi ça, justement, ce qui fait la force du style de Miller et de l'univers en soi, le nouvel univers de Mad Max, c'est que là, on en a pour tous les goûts. D'un côté, on a le spectaculaire visuel et taciturne de Mad Max Fury Road, et de l'autre côté, on a le graduel au niveau du spectaculaire et l'exaltation totale du côté des personnages, du côté de Furiosa. Donc, ce que certains n'ont pas trouvé chez Fury Road, ils le trouveront chez Furiosa, et vice-versa. Concernant le jeu d'acteur, j'ai pas spécialement grand chose à dire. Écoutez, j'ai pas spécialement été transcendé par le rôle de Taylor-Joy. Alors il faut savoir que Taylor-Joy apparaît vraiment qu'à la seconde moitié du film. Elle fait bien le taf, elle est super, mais j'ai pas trouvé son rôle spécialement génial. Ce que j'ai bien aimé par contre, c'est le fait qu'elle soit taciturne, elle parle pas beaucoup. C'est resté pour le coup dans la même veine que pour Fury Road. On n'a pas fait un personnage qui a un moulin à parole, qui fait que de jacter, qui est constamment, qui joue à fond le côté je suis hachement brisé de l'intérieur et je pleure à telle ou telle scène. Non, c'était plutôt modeste à ce niveau-là, c'était vraiment correct. Chris Hemsworth, c'était assez particulier de le voir dans ce genre de rôle, exalté, grande gueule, tout ça, ça change d'habitude. Et c'était cool de le voir dans ce genre de rôle. Mais là où j'étais vraiment content, c'est revoir certaines têtes, notamment celui qui jouait le Toubib, que vous avez déjà vu dans la saga Insidious et dans la série Fargo. C'était sympa de le revoir, on a pu revoir également d'autres têtes, notamment le fils d'Immortan Joe, le lutteur, le mec super grand. Il a pris un peu de poids d'ailleurs, il a fait une petite prise de masse pour Furiosa. Mais le personnage que j'étais content de revoir, c'était Immortan Joe. Alors là, on n'a pas affaire à l'acteur qui l'incarnait dans Fury Road, parce que bon, il nous a quittés en 2020. Mais de toute façon, ils ont pris quelqu'un de plus jeune, justement, pour l'incarner. Et c'était un gros kiff de le voir. Et pour le coup, j'aurais voulu voir un spin-off de ce mec. Je voulais voir un spin-off du méchant de Fury Road, donc d'Immortan Joe. Il est juste génial, ce mec. Franchement, j'adore son style avec les cheveux longs, le masque. On voit que le mec, il a l'air toujours énervé. J'adore ce perso, c'est vraiment un super méchant. Et c'était kiffant de le revoir. En gros, tous les personnages sont en couleur et ils ont tous leur identité propre. Et c'est ça que j'aime bien. Aussi bien du côté des membres du clan d'Immortan Joe que du clan de Chris Hemsworth. Et mention spéciale à la meuf. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est la nana qui a une espèce d'air défiguré. Je la trouve géniale. Je devrais en parler dans un spoiler, mais juste je survole parce que c'est un personnage qui est trop mis en retrait. Mais c'est une des hommes de main de Chris Hemsworth. Et c'est un personnage, donc c'est une meuf qui a le visage partiellement défiguré. Et je l'ai trouvé génial dans son rôle. Et c'est ça que j'aime bien dans l'univers de Mad Max, c'est que tous les persos ont une âme, ont une personnalité. Et ils sortent du lot, justement parce qu'ils ont une personnalité. Et c'est ce qui rend le film vivant. Bon allez, c'est parti, zone spoiler. Tac. Alors en soi, personnellement, j'ai trouvé ça stupide le fait que Anya Taylor-Joy arrive à la seconde moitié du film. Au lieu de ça, on doit se taper donc l'histoire de la gamine, comment elle s'est fait gauler comment elle est sortie de son monde, parce que on comprend que Furiosa vient d'un univers préservé avec des arbres et tout, des fruits, etc. Elle vit dans une petite enclave, et il y a des motards qui viennent de temps en temps pour choper à bouffer, donc qui viennent chasser des animaux, qui peuvent encore se déplacer, qui vivent encore dans cet univers, parce que je rappelle que c'est un univers qui est dévasté, ravagé, et donc certains pillards viennent dans cette forêt pour piller ce qui traîne. D'ailleurs, je comprends pas que cette forêt soit pas mieux protégée, qu'il n'y ait pas des remparts, des trucs comme ça, des pièges. Ils ont l'air un peu cons, je veux dire, ceux qui vivent justement dans cette forêt-là, parce que c'est quand même un univers ultra préservé. Moi, je vivrais là-dedans, je ferais tout pour protéger ce coin-là, pour que personne vienne piller mes ressources. C'est pas très sympa, je sais, mais dans ce genre de cas de figure, vous n'avez pas trop le choix, quoi, dans un cas aussi hardcore en termes post-apocalyptiques. Et j'ai trouvé ça lourd, justement, de montrer l'évolution de la gamine, donc enfant, ado, adulte. Il aurait mieux fallu montrer Furiosa quand elle est gosse, dans son univers luxuriant, dans sa forêt, tout ça, pendant 3-4 minutes, et juste après, tac, on la voit jeune adulte, avant d'être Charlize Theron, pour voir comment elle fait, comment elle survit dans son univers. Après, c'était une manière pour eux d'incorporer le personnage de Chris Hemsworth, tout ça, mais je pense qu'ils auraient pu faire autre chose. On est un peu trop paumé avec cette histoire de chapitrage, alors que je rappelle, on parle de Furiosa. C'est un personnage intéressant, mais est-ce qu'il méritait un spin-off ? Perso, moi c'est pas trop mon kiff, parce que on sentait bien le côté bon allez, c'est la mode en ce moment, faut qu'on monte des meufs indépendantes, donc vas-y, on va tourner un spin-off de Furiosa, ça va captiver des gens, etc. Mais en vrai, on sait très bien que les gens s'en foutent plus ou moins. Ce qui les intéresse, c'est avant tout les personnages masculins badass, parce que les personnages féminins badass en soi, on y croit moyen, surtout, je veux dire, Anya Taylor-Joy, elle fait 1m60 pour 50 kg. Est-ce qu'on va en finir un jour avec ce mythe de la meuf super badass, indestructible ?
à la rigueur qu'on aille jusqu'au bout et qu'on montre réellement des meufs badass indestructibles, comme on l'a vu pour Piéger avec Gina Carano, qui est une championne de MMA, là pour le coup c'est crédible, ou qu'on nous montre à la rigueur, comme pour dans le jeu vidéo, un personnage comme Abby de The Last of Us 2. À la base, j'étais limite contre ce personnage, ouais, une meuf super stock, machin, etc., c'est pas crédible, c'est pas réaliste, machin, en plus on voit bien qu'elle est sous stéro, et finalement j'ai adoré son personnage, j'ai trouvé génial, un des meilleurs persos jamais écrits, je trouve, dans les jeux modernes, et oui, je maintiens ce que je dis, j'assume, bien meilleur qu'Ellie. Et ouais, j'assume ça aussi, donc autant aller jusqu'au bout et nous montrer des meufs crédibles en quelque sorte, parce que Taylor-Joy et ses 50 kilos tout mouillés, j'y crois moyen. Même si j'ai connu des meufs toutes petites, toutes légères, qui sont super strong, attention. Pour anecdote, allez, je le dis, j'avais une ex qui faisait 1m50 pour 40-45 kilos, et je vous jure qu'elle me niquait au bras de fer. Elle avait plus de force que moi, sans faire de sport, c'était juste une dinguerie. À une époque, j'ai bossé pour une dame qui avait 60 balais, pareil, toute petite, taillée comme une brindille, vraiment minuscule, 1m50, 40 kilos à peine. Et une fois, pour déconner, elle m'a mis un crochet dans les côtes, pour déconner, hein, juste, genre pour rigoler, et putain, j'ai senti quelque chose, quoi. Elle avait du punch, quoi, parce que ceux qui ont fait un petit peu sport de combat, ils reconnaissent les gens qui ont du punch, qui ont de la frappe, etc. Et elle avait ce truc, alors que pourtant, elle avait jamais fait spécialement de boxe, ni rien, petite dame réservée, tranquille, et pour déconner, elle avait fait style de m'en mettre une, et j'ai bien senti qu'elle avait la technique, quoi, qu'elle avait le coup, quoi. Donc c'était waouh, j'étais surpris. Il y a des nanas qui payent pas de mine et qui sont strong. Et je sais que certains gars sont pas d'accord parce que mais de mon XP personnellement, j'ai pu voir certaines meufs qui étaient surprenantes. Mais c'est clair et net que dans un univers post-apocalyptique, imaginez une meuf comme Taylor-Joy se friter contre des gars qui ont une expérience de taré au niveau de la survie, au niveau du combat, au niveau de la radicalité, au niveau de la violence, etc. On y croit moyen. Mais bon, bref, c'est encore autre chose. Je le dis, voilà, c'est quitte à montrer des meufs badass, autant montrer des meufs vraiment badass. Mais ça n'enlève rien, bien évidemment, au talent de Taylor-Joy et de Charlize Theron, évidemment. C'est pas ce que je dis, mais vous m'avez compris, quoi. Donc il aurait mieux fallu, j'estime, montrer Taylor-Joy directement, et quitte à montrer Chris Hemsworth, autant le montrer dans un autre délire. Hein. Bien évidemment, en termes d'action, en termes de pyrotechnie, j'estime qu'on est quand même loin de ce qu'on a vu dans Fury Road, même s'il y a des scènes vraiment spectaculaires, notamment le passage, enfin, c'est le seul passage d'ailleurs que la plupart d'entre nous on retiendra, c'est le moment où on voit le camion citerne qui est traqué, enfin qui est attaqué par les méchants en quelque sorte. Plan juste incroyable, on était vraiment dedans, on était vraiment imbriqués en fusion totale avec les mecs dans le camion, quoi, les mecs qui ressemblent à Harkonnen, et puis Furiosa, tout ça. Super, le passage avec les gars qui volent avec les espèces de... Comment on appelle ça, là, les trucs pour voler dans le ciel avec l'hélice qu'il y a derrière, je me souviens plus du nom, mais c'est pas les deltaplanes, non, c'est un autre truc. Mais en tout cas, ça fourmillait d'idées, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que ça fourmillait d'idées. Pas autant, j'estime, que dans Fury Road, mais il y en avait quand même. Et encore une fois, si je dois appuyer la comparaison avec Fury Road, c'est qu'il y avait quand même plus de dynamisme dans Fury Road, il y avait cette violence dans les plans, et ce qui était plaisant dans Fury Road, c'était qu'il n'y avait quasiment pas d'effets spéciaux, du moins pas d'effets spéciaux visibles directement, alors que là, dans Furiosa, ça fourmille d'effets spéciaux, ça en est gavant par certains aspects, mais ça reste, entre guillemets, gérable. Même si en soi, je l'ai bien moins apprécié Furiosa que Fury Road, c'est, j'estime, un film à voir en ce moment, parce que c'est du point de vue des effets spéciaux, du point de vue de la technique, du point de vue du spectacle, vous en prendrez plein la gueule, vous en aurez pour votre pognon. Un truc qui m'a dérangé par contre, c'est le traitement du crush de Furiosa, parce que bon, on voit bien qu'elle commence à avoir une histoire avec un gars qui est super, hein, qui se prête parfaitement à cet univers-là, mais le truc c'est qu'à un moment il est éclipsé, il est mis à mort, vous savez, où ils attachent le mec avec une chaîne et ils font courir après une moto, et le truc c'est que le mec il court, au bout d'un moment il s'écroule et basta, on le voit plus, quoi, il disparaît. Et après, Furiosa, elle se casse, avec son bras en moins, c'est parce qu'on apprend comment elle s'est arraché le bras, tout ça. Et le truc, c'est que son mec, auquel on commence à s'attacher, on commence à bien kiffer le gars, il disparaît comme ça, on imagine qu'il est mort, mais on n'en sait pas plus, quoi. Le mec, il est complètement mis out, exit direct, et c'était lourd, quoi. J'aurais bien voulu le voir crever, dire adieu à Furiosa, un truc classique, vous allez me dire cliché, mais ça aurait été sympa. Là, le mec a été mis en retrait, et c'est tout ce que je retiendrai, en fait. Les seuls éléments qui m'ont plu, c'est revoir Immortan Joe, le personnage, l'homme de main, ou plutôt la femme de main de Chris Hemsworth, là, une meuf défigurée, qui est juste géniale. C'est dommage que son personnage n'ait pas été davantage, qu'on n'ait pas mis plus en lumière ce genre de personnage, parce qu'il y a tellement de personnages intéressants, dans cet univers, et c'est ça justement qui m'a fait tenir, qui m'a pas fait complètement décrocher, parce qu'à un moment j'avais des pics, notamment au début, et puis au fur et à mesure j'ai fini par rentrer dedans, tellement la diversité des personnages était marquée et était qualitative, et je retiendrai vraiment ce personnage avec la meuf défigurée, tout ça. J'aurais aimé la voir un peu plus, parce qu'elle avait vraiment ce truc, cette rage, cette haine, et ce côté vraiment atypique et vraiment propre à l'univers de Mad Max. Et le problème justement de ce film, c'est que le lore est beaucoup trop large.
Et on sent bien que Miller veut nous montrer des trucs, il veut nous montrer plein de choses. Mais c'est un univers qui est trop vaste en réalité. Il faudrait faire au moins 5-6 films à la chaîne. Et j'espère que Miller va pas nous faire attendre encore 10 ans pour nous sortir un prochain Mad Max, parce qu'il commence à avoir de l'âge, il commence à avoir 80 balais. Et on en pense ce qu'on en veut, mais au bout d'un moment, bah, vous avez plus tellement la niaque, vous avez plus tellement ce truc. Et on voit bien déjà qu'il y a une différence de niaque entre Fury Road et celui-là. Et c'est pour ça que Miller, il doit se manier, quoi. Là, ces dernières années, il faut qu'il nous produise une suite de ce Mad Max très vite, là, prochainement. Un spin-off sur, je sais pas moi, sur Immortan Joe, ou un truc après Mad Max, donc de Fury Road. Mais il faut qu'on voit quelque chose, quoi, très vite. Très très vite. En tout cas, voilà mon avis général. Visuellement, c'était cool. Au niveau de l'histoire, j'ai moyennement accroché, histoire des chapitrages. En fait, je me fous de Furiosa. J'aurais voulu voir autre chose. Comment dire, le lore est super bien détaillé, mais ça aurait pu être encore plus prononcé. Enfin, il y a encore trop de choses à voir. Ça qui est frustrant, c'est qu'à la rigueur, il aurait fallu nous sortir 3-4 Mad Max à la suite. On a le potentiel presque d'Avatar en réalité, du point de vue tellement c'est beau et tellement c'est riche. Parce que même si c'est dans un désert post-apo, il y a des trucs à montrer. Certaines peuplades, hein, certains survivants. J'imagine qu'il y a une espèce d'univers parallèle avec des animaux, des trucs comme ça. À un moment, on voit un mec tomber dans une espèce de sable mouvant géant. Ça aurait été bien justement d'axer à fond le côté le désert est hostile parce qu'il y a des sables mouvants bizarres, avec pourquoi pas des créatures nocturnes qui sortent pour vous bouffer. Il y a des tas de choses à aborder. Malheureusement, on a trop voulu se focus sur un perso en particulier et donc sa psychologie, tout ça. Et c'est ça qui me frustre, car j'estime qu'il y a beaucoup trop de choses à montrer pour se focus sur un seul personnage. Et je ne ferai pas mention du plan final, juste hyper facile, où on comprend que Furiosa va embarquer les filles pour les emmener dans l'aventure. Donc elle les embarque les meufs qui sont, enfin la meuf qui est enceinte, tout ça, les nanas qui veulent se casser, ou elle les embarque dans le fourgon, enfin dans le gros camion, mais c'était un plan qui était un peu bâclé, genre hop, la trappe se referme, terminé, et juste après le générique où on voit Mad Max Fury Road, bah ça servait à rien de nous montrer ça, quoi, parce que ceux justement qui veulent découvrir Fury Road, et leur montrez pas les meilleurs extraits, quoi, parce que c'est ça, quand le film se termine, on voit les extraits de Fury Road, genre en mode nostalgie, mais on s'en fout, je veux dire, on le connaît le film, et surtout, ne spoilez pas ceux qui n'ont pas encore découvert Furiosa. Ça pour moi c'était une connerie, c'est que le film se termine là-dessus, plutôt que de simplement mettre un générique simple, avec les meilleurs extraits du film, de ce qu'on a vu, non, ils mettent des extraits de Fury Road. Oh! Bref, voilà pour cette critique balancée à l'arrache. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. Abonnez-vous si vous kiffez le format. N'hésitez pas à checker les autres vidéos de la chaîne si là aussi vous kiffez le format. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de bisous à tous et bon visionnage. Ciao!